Écoutez, bonjour et bienvenue à cette quatrième conférence de notre programmation hiver-printemps 2025 portant sur l'innovation en santé, présentée par la Direction des affaires académiques et innovation du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Donc, bienvenue. Donc, je me présente, Sylvain Charbonneau, chef de service en transfert des connaissances et innovation. Bienvenue et merci pour votre présence en si grand nombre aujourd'hui. Donc, merci de contribuer à ce rayonnement et au succès de ces conférences. Donc, ces conférences sont rendues possibles grâce à l'appui du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la mise en œuvre de cette conférence. La conférence d'aujourd'hui a pour titre « L'humanisation dans la gestion des soins infirmiers dans un contexte de perpétuel changement ». Donc, pour cette conférence, nous avons l'honneur de recevoir Mme Marie-Pierre Avoine ainsi que Mme Catherine Huppé. Marie-Pierre Avoine est directrice adjointe à la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Elle capitalise plus de 10 années d'expérience en gestion. Son sujet d'intérêt principal est l'humanisation des soins et des services. Mme Catherine Huppé est professeure au département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Rimouski. Après plus de 10 ans d'expérience en tant que cadre en soins infirmiers, elle fait valoir, dans son enseignement et ses recherches, la place centrale de l'humanisme comme condition préalable à des soins de santé de qualité. Donc, merci et bienvenue. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à nos conférencières pour la présentation. Merci infiniment et bonne conférence. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour, alors, bienvenue. En fait, je me suis intéressée là, à l'humanisation des soins et services depuis vraiment très longtemps, là, très tôt dans ma carrière. Puis mon sujet de maîtrise a porté principalement là, sur les pratiques déshumanisantes des infirmières selon la perception de patients. Donc, puis par la suite, j'ai aussi travaillé avec différents chercheurs là, sur l'humanisation et services, mais aussi là, sur les concepts d'humanisation en gestion. Puis moi, de mon côté, en fait, je sors tout juste d'un CIUS. J'ai quitté le réseau de la santé au mois d'août l'année passée, mais ça va faire bientôt 1 an, pour enseigner. J'enseigne maintenant la gestion. Je m'implique dans l'enseignement universitaire maintenant là, avec l'objectif vraiment de véhiculer ces approches humanistes. Puis moi, d'où est venu mon intérêt? C'est d'après avoir vécu tous les changements et toutes les perturbations là, des dernières années, entre autres en pandémie. Pénurie, coupure, grève et nommez-les tous, toutes. Donc, Marie-Pierre et moi avons été exposés à ces différents contextes-là qui nous ont amenés à encore plus vouloir travailler sur une approche humaniste pour être de plus en plus connue et véhiculée au Québec. Donc, on n'a aucun conflit d'intérêt à déclarer aujourd'hui pour la présentation. J'essaie de faire le partage. Écoute, on n'a pas de conflit d'intérêt, Catherine et moi. En fait, outre le fait là, de croire que le leadership humaniste, c'est quelque chose qui est nécessaire, là, surtout en période de perpétuel changement, là, puis quand on veut amener des changements ou des nouveaux projets là, dans les équipes. Bon, excellent. Merci. On vous laisse aller. Merci. Merci. On peut aller à la prochaine diapo. Donc, voici un peu là, comment comment on va faire la présentation d'aujourd'hui. On va vous introduire là, le modèle de gestion humaniste. On fait une mise en situation, puis vous allez pouvoir nous coter là, sur nos capacités théâtrales de cette mise en situation. On va regarder là, qu'est-ce que c'est le cycle réflexif de Gibbs. Puis comment faire l'analyse avec ce cycle-là. La gestion humaniste, on va lier les notions théoriques là, à la mise en situation qu'on va avoir faite. Puis on va essayer là, d'échanger avec vous là, sur les pratiques humanistes là, par rapport à cette situation-là, ainsi que le modèle là, de gestion humaniste. Puis finalement, on va prendre là, des exemples ou des questions que vous aimeriez nous partager. Donc, prochaine diapo, vous allez voir que finalement, on est capable de mâcher une théorie très abstraite, hein, parce que c'est reconnu, l'humanisme, le caring, ça se passe dans les différentes strates de l'univers, incluant ce qui est plus abstrait, ce qui est plus intangible ou invisible. Donc, nous, par contre, aujourd'hui, on amène tout ça vraiment opérationnel. On va vous montrer finalement des exemples, des contre-exemples avec la déshumanisation, mais aussi l'humanisation
humanisation avec des banques de stratégies là, qui sont développées en ce moment au Québec. Le modèle théorique, par contre, que je vous présente actuellement, c'est la version anglaise que vous voyez de l'article de Zhang et al. C'est une étude qui a été menée en Chine. C'est une méthode qualitative avec 21 cadres et infirmières, infirmiers. Mais l'humanisme, c'est universel. Puis les principes de base, le fondateur de cette théorie-là, bien, ils ont été beaucoup amenés par des Américaines, entre autres, et des Canadiennes. Disons-le, soyons fiers de nous au niveau des chercheurs montréalais, chercheuses montréalaises, entre autres de l'Université de Montréal. Alors, des gens autour de qui Marie-Pierre et moi, on a eu la chance de graviter là, dans nos parcours académiques à la maîtrise et pour ma part au doctorat. Donc, finalement, c'est une traduction qui s'en vient au Québec dans un projet de recherche que je suis responsable de mener, une traduction et adaptation transculturelle pour le contexte québécois, mais un contexte aussi en transformation, un contexte changeant. Donc, ça pourrait être éventuellement là, applicable et inspirant pour différentes équipes, on l'espère, à l'échelle internationale. Donc, c'est basé sur 5 grandes dimensions qui sont actuellement en anglais, vous les voyez. La première, c'est la bienveillance. La bienveillance, ça signifie que les gestionnaires, ben, en fait, ils sont aimables, ils s'entendent bien avec leurs équipes, ils sont sensibles finalement là, à ce qu'ils vivent, les membres de leurs équipes. Beaucoup d'empathie, de considération. Ils vont être vraiment dans la protection de leur dignité, de leur vie privée, de tout ce qui peut leur être confié. Beaucoup d'inclusion aussi, hein? On sait que la diversité fait partie de nos vies définitivement et avec joie. C'est des choses qui sont accueillies par un gestionnaire humaniste. Équilibre travail personnel, c'est aussi contemporain et ça l'a toujours été en fait une réalité importante, mais dans un modèle humaniste, ça prend toute sa place de voir comment les individus, on peut favoriser l'équilibre travail puis personnel pour le bien finalement de leur santé physique et mentale au travail. La deuxième dimension, c'est la personne unique, donc apprécier l'unicité des personnes, donc être vraiment tolérant et respectueux envers les personnes, leurs forces, leur expertise, essayer finalement là, de les accompagner vers leur développement, faire confiance beaucoup, faire confiance aux autres, puis favoriser la participation dans les décisions. Beaucoup d'empowerment là, dans cette dimension-là. Donc, je résume la bienveillance, la deuxième, la personne unique. La troisième dimension, c'est l'autodépassement. Donc, c'est vraiment des gestionnaires qui assistent les personnes vers les opportunités professionnelles à la hauteur de leur potentiel, les inviter à participer à des projets mobilisants. On défait un petit peu les hiérarchies, hein, ces postures-là qui sont sur papier dans tous nos organigrammes, mais avec lesquelles on peut quand même être flexible pour consulter, mais même imprégner là, les décisions de la perspective des employés. Ensuite, le donnant-donnant, on dit le mutual benefits, donc c'est une réciprocité des gains. Donc, on va se trouver à mettre à la disposition des employés ou des personnes au travail beaucoup de ressources à notre disposition, en fait, mais on est aussi vraiment à l'écoute, puis dans tout ce qu'on est, là, dans le verbal, non-verbal, on s'assure qu'on va investir pour les personnes, on va comprendre leurs besoins, puis on va les mettre en place, là, les conditions gagnantes. Puis ces gens-là, ben, devraient en retour aussi donner beaucoup d'eux-mêmes lorsqu'il est le temps peut-être de faire des heures supplémentaires ou de faire le petit plus là, sur l'unité qui fait une différence. Donc, le donnant-donnant. Puis comme vous voyez, elles sont toutes un peu imbriquées les unes dans les autres. Fait que vous allez voir, ça se chevauche aussi là, dans ces dimensions-là. Puis la cinquième, la dernière, c'est le charisme. Donc, un gestionnaire qui mobilise naturellement. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Espérons que la plupart, on est capable de dire qu'on l'a. Donc, c'est d'être vraiment incarner la vision, d'être tourné vers le futur, d'être investi, des gens qui sont connectés avec la réalité du terrain, la réalité clinique, qui ont probablement travaillé dans ces secteurs d'activité-là pour être pertinents là, dans leur approche de gestion. Et beaucoup de courage aussi devant l'adversité, puis de la cohérence aussi. Donc, on a le goût de les suivre, juste à les regarder, on se dit, j'embarque.
Donc, ces 5 dimensions-là que j'ai nommées vont nous amener à avoir des processus de caring, de leadership et ça va amener des conséquences autant sur la vie au travail, la santé au travail que même la clientèle, là, des retombées sur la santé des personnes, des populations. J'ai fait un petit peu trop de temps sur celle-là, mais je la trouve importante. On va pouvoir passer à la prochaine diapo, qui va aller un petit peu plus vite, celle-là. On aimerait apporter une approche réflexive aujourd'hui, ce qu'on va vous mettre en situation fictive, mais qui est très inspirée de faits réels vécus là, dans nos quotidiens. Disons que Marie-Pierre et moi, on a le sourire en coin puisqu'on l'a fait très caricatural pour que vous puissiez vraiment bien cerner les éléments là, qu'on vous enseigne aujourd'hui, que les notions qui vont se greffer à tout ça. Mais on va donc graviter dans 6 étapes principales. On va en faire 5 ensemble, puis la conclusion va arriver après. La première, ça va être la description. On va vous amener une mise en situation qui est l'espèce de pièce de théâtre. Ensuite, on va identifier les sentiments vécus par la personne, le personnage principal de la mise en situation. Qu'est-ce que cette personne-là vit? Pourquoi qu'elle se sent ébranlée au moment où elle vient de quitter là, une rencontre avec sa supérieure? L'étape 3, c'est l'évaluation. On va voir qu'est-ce qui s'est bien passé ou qu'est-ce qui s'est plutôt moins bien passé. Après ça, on va entrer en analyse plus approfondie basée sur le modèle humaniste. Et on va se garder la synthèse pour la fin. On va ensuite venir attacher un ensemble d'actions, des stratégies très concrètes là, pour que vous sachiez un peu comment on pourrait réagir autrement devant une situation comme celle-là. Alors, je lance un petit clin d'œil à mes collègues de l'UQAR avec qui on a monté cet outil qui est finalement, l'auteur, c'est Gibbs. Vous pourrez consulter la référence, c'est vraiment très pertinent là, pour arriver à finalement analyser des situations puis nous mener vers, finalement, je dirais, un avenir meilleur ou une meilleure réaction devant ce type de situation déstabilisante qu'on vit pratiquement tous les jours comme gestionnaire en santé. Fait que ça fait le tour. C'est un outil que j'utilise là, dans l'enseignement universitaire à l'université de Rimouski. Qui nous mène à notre mise en situation. Donc, on vous situe là, on se trouve actuellement là, dans le secteur mère-enfant. On est mardi matin, là, comme aujourd'hui. Puis Catherine va jouer le rôle là, de l'employé qui occupe nouvellement un poste de chef d'unité depuis les 3 derniers mois. Puis je vais jouer le rôle de sa coordonnatrice, donc de sa supérieure immédiate. Puis on rentre dans une rencontre Teams là, qui est décrite par cette image, là, mais qu'on vit aujourd'hui. Fait qu'on va se mettre en scène puis essayer de faire ça, que vous compreniez l'intention, là, puis le message, là, puis l'émotion. Fait que, hey, allô, hey, boy, excuse mon retard, hein, il est rendu à 11h30. C'était à 11h en notre rencontre. Je suis vraiment désolée, hein. Tu sais, tu comprends, là, je suis bien en demande, là, puis t'as plein de collègues qui sont partis, là, en maladie. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de suivi à faire, là, c'est difficile pour moi. Eh bien non, fais-toi-en pas. Il n'y a pas de problème pour l'heure, là, mais comment tu te sens là-dedans? C'est beaucoup? Ça roule, là. Ben, écoute, on n'a pas beaucoup de temps, là. Fait que tu m'as demandé une rencontre il y a 3 semaines, là. C'était sur le dépistage de la surdité néonatale. Écoute, je suis là pour toi, là. Parle-moi-en. Ben oui, en fait, là, personne embarque. Tu sais, là, on va être inspecté dans 2 semaines. On est non conforme encore. Depuis que je suis arrivée en poste là, comme chef, là, j'ai tellement de résistance dans cette équipe-là, je ne comprends pas. On essaie d'implanter des beaux changements avec la direction qualité-performance, puis ça ne répond pas à l'appel, puis nos aides-mémoires sont pourtant super claires. Fait que moi, je suis un peu dans le néant, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. OK. Ben, écoute, tu as fait ton programme de relève de corps, non? T'as-tu regardé tes notes de cours sur la gestion de changement? Oui, oui, la théorie, bon, ça peut aider, mais là, il y a vraiment quelque chose dans l'unité, là, avec la dynamique d'équipe. J'ai de la misère à mettre le doigt dessus, mais c'est parce que mon bureau est à 3 étages plus haut, là. Ça fait que, en tout cas, c'est pas évident de comprendre ce qui se passe vraiment, mais j'ai l'impression que nos ratios sont peut-être à revoir parce que là, leur ajouter nos tâches, ils sont débordés. Ils veulent comme rien savoir, là. Écoute,
Si je me rappelle bien, là, il y a eu une plainte d'intimidation, puis en mai dernier, là, il y a quelqu'un qui a fait une tentative de suicide. Mais tu sais, je voulais pas t'inquiéter avec ça, hein, parce qu'on a réussi à faire partir l'ancien chef. C'était lui là, le problème là, dans cette unité-là. De toute façon, là, tu sais, toi, tu as ton MBA, là, fait que tu sais comment gérer ça des conflits. Eh boy, non. Je savais pas une tentative de suicide. Excuse-moi, je ravale un peu, là, mais non, j'ai pas de MBA, moi. J'ai une formation de ceinture jaune de lean management. Il y a des bons trucs là-dedans, mais c'est ça, tu sais, j'avais eu vraiment de bonnes notes. C'est quelque chose que j'ai bien aimé, mais peut-être que si je fais ma ceinture verte, je vais aller trouver plus de trucs là, au niveau de la détresse des employés. Mais non, pas de MBA. C'est une petite confusion. Écoute, je viens d'avoir un texto là, parce qu'on va avoir une cellule de crise pour une situation. Il va vraiment falloir que je te laisse. Je vais m'assurer de faire le suivi là, des dépistages, là, des statistiques, là, mais tu sais, il faut vraiment là, que ça soit fait là, avant la visite du ministère dans 2 semaines, là. C'est vraiment important. OK. Ah, c'est vrai, je t'ai envoyé là, tantôt une reddition de compte là, sur le triage obstétrical. C'est nouveau, là, c'est dans un gestrel ministériel. Là. Ça parle directement au ministère, fait que c'est vraiment prioritaire. Ça, c'est super facile. Là. Tu utilises ton compte Windows, là, puis après ça, tu as juste à aller chercher le nombre de TC là, dans nos présences quotidiennes, puis tu le retranscris par catégorie d'emploi. Après ça, tu rajoutes au bas de la ligne le montant total, OK, pour l'unité administrative 218 pour la période financière en cours. Tu vas voir, là, ça balance pas tout à fait, là, mais fais-toi-en pas, les finances vont arranger ça au 31 mars. OK? Je m'en vais, OK? Si jamais là, ça marche pas, là, appelle-moi, là, je suis disponible là, entre 19h puis 20h ce soir. On va regarder ça ensemble. OK, bye. Ah, OK, ciao. C'est la fin de la mise en situation. Je suis tellement désolée d'avoir autant ri parce que j'avais de la difficulté à rester focus. Euh, Ce qui m'a vraiment comme frappée, c'est quand elle a dit, me semble qu'il y a eu une tentative de suicide là-bas. C'était encore plus poussé sur la caricature. Les sentiments, qu'est-ce que seraient les sentiments de cette personne-là? Là, on va dire le personnage principal étant Catherine. Là, les gens, ils nous applaudissent sur le théâtre. Là. Ben, je suis sortie de mon rôle un peu. C'était trop bon, Marie-Pierre, bravo. On pourrait aller à la diapo suivante pour faire notre analyse, mais d'emblée, là, au niveau des sentiments, là, c'est sûr que cette personne-là, elle a ravalé quelques fois, confuse, démunie, inquiète aussi, parce que là, ben, on entend que l'ancien chef, lui, là, on l'a remercié, hein. C'était de sa faute, tout ça. Fait que là, elle rentre dans le poste, ça fait juste 3 mois. Donc, inquiète de peut-être subir le même sort que l'ancien chef. L'impression aussi de ne pas avoir toutes les compétences. Là, on voit qu'elle cherche un peu dans ses qualifications ou peut-être des diplômes à aller chercher ou d'autres, peut-être, ben, on parlait de la ceinture verte clean, là, est-ce qu'elle pourrait aller chercher d'autres formations? Donc, je pense que c'est une. Puis là, le fou rire n'était vraiment pas dans la situation. En fait, cette personne-là, je pense qu'elle aurait probablement eu les larmes aux yeux de savoir que son équipe a vécu ça et d'avoir aussi peu de soutien là, de sa supérieure. Une cour d'eau très occupée, comme vous avez pu le voir. L'évaluation. Comment on évalue ça, Marie-Pierre? Peut-être on pourrait faire une positive, l'autre négative. Je te laisse aller voir. Oui. Ben écoute, je suis foncièrement quelqu'un de très positif dans la vie. Fait que, tu sais, le positif que je vois de la situation, c'est qu'elle a eu plus d'informations sur l'unité. Fait que, tu sais, son enjeu là, qu'elle pensait au niveau du climat de travail, mais il y a peut-être une cause sous-jacente qui n'a pas encore été explorée. Donc, c'est une piste de solution pour cette chef-là. On entend aussi qu'elle a la direction, du soutien de la direction qualité, là, donc elle a un partenaire. Là, puis elle a été quand même capable de nommer son dossier préoccupant, même si sa coordonnatrice lui a envoyé plutôt plusieurs commandes rapides durant cette rencontre-là. Oui, puis tu sais, quand même, la Cordo, elle a nommé le dossier de la surdité. Donc, tu sais, je veux dire, ça faisait 3 semaines, là, mais elle se rappelait c'était quel dossier. J'étais quand même fière d'elle. Par contre, aucun soutien, aucun alignement reçu après cette rencontre-là. On a quand même attendu 3 semaines pour avoir
ce moment-là privilégié avec notre supérieur, aucune réponse ou aucun soutien réel. La coordonnatrice arrivait en retard de 30 minutes, puis une rencontre qui a été interrompue par une urgence. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment pas très bien passé pour notre chef d'unité. Aucun espace de ventilation au sujet des employés en détresse. C'est une situation qui est vraiment très sérieuse puis qui n'est pas atypique. Hein? Il y a des gens qui ne vont pas bien dans nos équipes. Puis sincèrement, ça nous, en tant que supérieur, ça vient nous chercher. Donc, il y a un moment d'arrêt là, qui était fort important, mais qui n'a pas eu lieu ou qui n'avait pas place donc, dans la fermeture un peu là, et la surcharge de cette cohorte d'eau. On pourrait penser à l'étape de l'analyse. Donc, au niveau de l'analyse, ben nous, c'est sûr qu'on va se pencher sur le modèle humaniste qu'on vous a présenté en début de rencontre. Ici, là, moi, je ressortirais un ensemble là, peut-être d'éléments qui ont été manquants. Dans la banque de stratégie, là, vous vous rappelez la bienveillance, ça, c'est la première dimension, la bienveillance, tu sais, gentillesse, protéger la dignité, sensibilité aux autres, etc. Ici, ça aurait été peut-être bon que autant la coordo que la chef soient davantage présents sur le terrain pour comprendre les réalités de l'équipe, questionner les préoccupations. C'est sûr qu'une coordonnatrice, dans son niveau tactique, va avoir plusieurs services, donc ça ne sera pas possible pour elle d'être totalement investie, mais de lui voir la face, entre guillemets, là, pour une équipe, là, c'est quand même assez... ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde, puis aussi à cette coordonnatrice-là dans le soutien qu'elle peut apporter, puis la compréhension des réalités. Parce que finalement, c'est elle qui va défendre beaucoup de gros dossiers là, dans les instances. Alors, marcher le terrain, devant une situation difficile, demander aux personnes comment elles se sentent. On a entendu, là, je suis au point 5, le point 5 dans l'énumération là, des stratégies. Demander aux personnes comment elles se sentent. On a vu la chef le faire, mais par contre, la coordo, lorsqu'elle a vu sa chef vraiment pas avoir de succès là, avec son équipe dans les projets ministériels, ben, elle aurait pu demander, tu sais, ça va-tu? Ça fait 3 mois. Absolument, là, un cadre là, qui est en probation comme ça, là, il y a un accompagnement qui serait beaucoup plus soutenu. Puis tenter même de les apaiser, de dire, ben, est-ce que je peux faire quelque chose? C'est l'étape suivante. C'est un peu de l'entretien motivationnel qu'on doit faire, qu'on fait en continu. À la stratégie numéro 8, tenir compte des capacités des personnes dans l'organisation du travail. Tu sais, elle a nommé, est-ce que nos ratios sont corrects? Pourquoi une tâche comme celle-là, un test de dépistage de surdité là, pour les bébés, qu'est-ce qu'il y a comme résistance? Est-ce que ça peut être expliqué par finalement des caractéristiques là, de l'environnement, de l'organisation du travail, la composition de nos équipes? Est-ce qu'on aurait pu penser à peut-être même avoir des intervenants qui ont un rôle pour alléger la tâche des infirmières qui viennent pour le test, une brochure qu'on pourrait faire lire aux familles pour gagner du temps lorsqu'on vient faire le test ou autre. Donc, on s'intéresse à l'organisation du travail. On évite de solliciter dans les heures régulières au point 9 ce qu'on appelle la déconnexion. Ça devrait être des normes, ça. Ça devrait être normalisé, hein, d'avoir des heures de déconnexion entre 19h et 20h, là, avoir un appel avec sa chef là, quand on est supposé se mettre finalement en position de se ressourcer soi-même et se remettre à niveau pour le lendemain. Ça, c'est quelque chose qui est quand même, on le voit. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de projets dans lesquels on travaillait avec des collègues jusqu'à même minuit parfois, quand on a des choses qui sont plus aiguës là, avec le ministère ou Santé Québec maintenant. Point 12, faire une analyse des risques psychosociaux. Je pense que c'est une équipe qui aurait mérité une belle analyse de ce côté-là. Puis finalement, lors de situations de crise, essayer de voir comment on peut équilibrer là, cette charge-là. Est-ce qu'on pourrait même là, contribuer à l'alléger parce que ça a des impacts physiques et psychologiques. Donc ici, ben, dans l'analyse, là, on a mis là, ces 6 points-là. Je pense qu'ils pourraient faire le tour, puis nous amener vers des actions comme par exemple le programme d'aide aux employés. Là, il y a bien des gens qui disent ah, OK, c'est facile ça. Oui, mais c'est de la façon qu'on l'amène des fois, tu sais,
De dire, ben écoute, c'est pas juste, il y a un programme d'aide aux employés. Ça peut être dire, ben écoute, ça, c'est le numéro du programme d'aide. Tu peux même faire le 0 hein, dans ton CIUS. Moi, là, ça m'est arrivé, là, ça va plus, là, j'étouffe. Puis je fais le 0, puis je demande mon programme d'aide. Puis les gens au téléphone sont capables de me diriger vers le bon numéro. Mais moi, comme supérieur, puis de dire aussi à mes employés, ben écoute, moi, je le prends chaque année et j'ai droit à 4 séances sans frais. Des fois, c'est 6 séances là, selon les années. C'est disponible, c'est super aidant. Puis après, parfois, on peut continuer le suivi avec les gens, puis ils sont super qualifiés, puis ils en ont vu d'autres, là, des professionnels. Donc, de l'amener comme quelque chose, puis normaliser ça, c'est pas juste pour dire, OK, là, c'est pour les gens qui vont très mal. Ça peut être fait en amont avant d'aller très mal aussi. Puis se présenter sur place, l'analyse avec le soutien des ressources humaines, ça, je l'ai nommé. Puis d'être présent, là, serait l'action numéro 1 dans cette dimension-là. On pourrait passer à la dimension 2 maintenant. La dimension 2, on se rappelle, là, c'est vraiment là, de reconnaître chaque personne là, comme une personne unique qui compose l'équipe. Puis l'équipe aussi, elle a certaines caractéristiques là, qui lui sont uniques. Tu sais, notamment, là, Catherine, elle l'a souligné tantôt, mais éviter un discours qui est centré sur la hiérarchie, hein, c'est de reconnaître là, la part de chacune des personnes de l'équipe. Il n'y a pas un travail qui est plus important que l'autre. Là. Dans une équipe de soins, chaque personne là, est une des roues là, de l'engrenage qui permet là, de donner là, des soins de qualité puis des soins humains. Aussi, il y a différentes choses là, qu'on peut faire là, pour reconnaître l'unité de la personne. On voit dans la situation là, que la coordonnatrice a une méconnaissance là, de la gestionnaire. Hein. Elle mélange peut-être même deux gestionnaires, une qui a un MBA et l'autre qui a une formation ligne. Elle ne s'intéresse pas nécessairement à ce qu'elle aime. Au niveau de l'unicité de l'équipe, on voit qu'il y a très peu d'exploration là, de la culture de l'unité, puis des personnes qui composent l'unité, puis du comment ils ont vécu ça, la tentative de suicide d'un de leurs collègues. Hein? Puis il y a eu aussi, là, dans l'échange entre la chef et la cordo, on le voit, très peu d'exploration là, entre de la chef vers l'unité, mais même là, de la cordo vers la chef qui en rencontre a l'air de prendre vraiment la nouvelle là, de la tentative de suicide de quelqu'un dans son équipe avec beaucoup d'émotions. Puis c'est comme si c'était tout à fait occulté là, dans l'interaction. On voit qu'il y a beaucoup de centration sur la tâche là, puis la conformité. L'autre chose aussi, là, c'est d'aller vraiment connaître les équipes puis voir là, qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à mieux les connaître puis tenir en compte là, chacune des particularités. Là. Cette nouvelle chef-là, oui, elle vient de l'équipe ou elle vient du milieu clinique, mais c'est quand même une nouvelle chef depuis 3 mois. Il ne semble pas y avoir de suivi là, rapproché, puis on lui a confié là, beaucoup de dossiers importants, là, notamment là, celui-là de conformité avec le ministère. Là, pour une nouvelle chef, normalement, on verrait un suivi un peu plus étroit, sans tomber dans la micro-gestion qu'on ne veut pas nécessairement faire parce qu'on va le voir dans l'autre composante qui est l'autodépassement, mais vraiment d'aller là, soutenir là, cette chef-là pour qu'elle soit capable là, d'y arriver. Là. Fait que dans les actions qu'on peut faire, ben, c'est s'intéresser au champ d'intérêt de la personne. Hein. On en a parlé dans la rencontre. Là. Elle aimerait peut-être ça continuer ses formations en ligne. Elle a l'impression que c'est quelque chose qui l'intéresserait. Ce n'est pas quelque chose qu'on a retenu dans l'échange. Il y a aussi de s'intéresser à ses forces, aux forces de la chef, mais aux forces de chacune des personnes qui composent l'équipe. Parce que dans cette situation-là, est-ce qu'on a pensé à d'autres personnes là, qu'on pouvait mettre à contribution pour soutenir cette chef-là, mais aussi soutenir l'équipe, pour être capable d'aller répondre aux besoins de chacune de ces personnes-là? Oui, c'est excellent, Marie-Pierre. Puis honnêtement, je dirais que même là, pour terminer, la personne unique, puis la bienveillance aussi. Il faut penser que c'est dans les deux sens parce que cette cour d'eau-là, ça se peut qu'elle aille pas bien aussi. Puis ça se peut que ça soit pour ça qu'elle elle est vraiment centrée sur la tâche et c'est sa façon de se déconnecter de son émotif qui est probablement
très, très, très au vif, là. Et ça crée de l'hypervigilance, de l'hyperréactivité. Et parfois, ça peut faire le contraire aussi. Donc, on va bloquer ces émotions-là, puis on va s'assurer qu'elles ne font pas surface dans notre milieu de travail. Alors, peut-être qu'elle est dans cette posture-là aussi, là, notre coordonnatrice. Puis, c'est ça. Donc, on pourrait passer à la dimension suivante de l'autodépassement. Ça va un peu avec, donc, on apprend à connaître nos personnes, les personnes qui sont devant nous, leurs forces, pour les mettre à contribution. Mais là, ici, on va encore aller plus loin parce qu'on va aller même dans la compétence, dans le pouvoir d'action. Puis c'est ici qu'on aura beaucoup moins de prise de décision top-down, entre guillemets. Parce que si on croit que les gens ont un potentiel d'action, puis c'est eux finalement qui détiennent la clé du succès de nos projets puis des différents changements et transformations qu'on va amener dans les milieux, bien alors, c'est certain qu'on va non seulement s'intéresser aux gens, mais aller chercher de leur côté les pistes de solutions qu'ils ont à nous apporter. Donc, puis on va être beaucoup dans l'opportunité, hein, création d'opportunités. Là, on va connaître notre offre de formation continue, puis la promouvoir, puis même la développer autour des personnes, selon ce qu'ils recherchent là, comme profil pour se développer. Donc, ici, puis juste de connaître les champs d'exercice, les activités réservées, là, je fais une petite parenthèse, mais c'est très important aussi de juste au moins avoir, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissance des champs d'exercice, puis finalement, il y a des gens qui pourraient être vraiment plus motivés par leurs tâches s'ils savaient tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qui est comme légal là, dans leur champ de pratique. Fait que ça aussi, c'est des choses à aller creuser vraiment. Rediriger vers d'autres fonctions, d'autres postes, les personnes qui atteignent un plateau ou un niveau de compétence maximale. Le numéro 5. Donc, le principe de Peter, entre autres, là, qui nous amène à avoir atteint un seuil là, de compétence maximale. Ça peut arriver que ça se développe plus tard, mais actuellement, parfois, certaines personnes sont dans une position où c'est trop. Puis c'est possible que ça arrive à notre chef dans la mise en situation. On ne le sait pas. On n'a pas assez d'informations sur ça, mais ça arrive que finalement, une personne était excellente dans ses fonctions cliniques. C'était comme notre meilleur, notre vedette. Puis on s'est dit, bien, logiquement, cette personne-là va faire une bonne chef. Pas nécessairement. Peut-être, mais le leadership clinique et le leadership de gestion, il est différent. C'est pour ça qu'on a un modèle humaniste pour la relation avec les personnes soignées et les soignants, puis un modèle humaniste qui vient vraiment au niveau de la gestion avec les personnes employées. Ça fait que tout ça pour dire que Marie-Pierre me contait une histoire où elle dit c'est possible, hein, j'en ai fait, moi, finalement, c'est dire il y a une personne qu'on ne peut pas garder dans ce poste-là ou dans cette position-là, mais qu'on va amener à se connaître encore mieux puis dire OK, tu sais, c'est peut-être même elle qui va dire c'est pas pour moi. Ou peut-être qu'avec elle, on va dire il y aurait peut-être d'autres choses. Est-ce que toi, dans une équipe où finalement il y a beaucoup de pression, où il y a beaucoup de critiques, c'est difficile, tu es plus sensible, est-ce qu'on irait peut-être vers un rôle conseil dans lequel finalement tu vas être bien ancré dans ton expertise clinique, dans tes lignes directrices, et là pour toi, tu vas être une version plus solide de toi-même qui va amener encore plus à l'équipe dans nos objectifs communs. Fait que c'est un exemple que j'ai pris, que j'ai volé à Marie-Pierre, là, mais c'est des choses qui existent et qui peuvent être faites avec nos équipes. Donc, il n'y a rien de fatal hein, quand une personne nous semble peut-être pas à sa place. Elle aussi peut s'en rendre compte, puis on s'amène vers d'autres possibilités. Des temps de libération, remboursement de frais associés aux formations, c'est de creuser tout ça, là, quel budget qui nous reste, combien on en a. Peut-être qu'il y a des fonds non utilisés, comme par exemple pour les fonds de stage ou autres. Est-ce qu'on peut aller chercher pour amener les personnes à suivre leur formation? Donc, la Coorda aurait eu une belle opportunité de dire, écoute, on va explorer ça pour ta ceinture ligne. On a peut-être même des choses à l'interne pour les éléments que tu cherches à développer. Sans frais, mais par contre, si tu veux aller vers l'externe, là, on peut t'encourager puis te libérer. Parfois, c'est possible. D'autres fois, ben, on fait preuve d'agilité puis on trouve des solutions.
Finalement, au point numéro 7, assurer l'implication de l'équipe dans les démarches d'amélioration continue de la qualité, de la performance, puis souligner les bons coups, puis aussi les limites quand il y a des opportunités de s'améliorer. Ça ici, c'est pas présent. Il semble que notre chef d'unité travaille avec sa direction qualité-performance, puis qu'elle est comme, nous autres, on fait des aides-mémoires, puis ils sont supposés suivre les aides-mémoires. Mais non, en fait, toute la démarche d'amélioration continue dès la planification devrait se faire avec les membres des équipes. Puis des champions, là, il y en a plein. C'est parfois, ils sont un peu éteints parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'y aller sur ces démarches-là. Puis ça prend pas juste, ça prend pas nécessairement une maîtrise là, pour faire de la qualité. Là, toutes les personnes, toutes les positions, comme on les a nommées, vont amener à un succès dans l'amélioration continue. Puis tant que vous allez suivre vos indicateurs tout seul avec votre ministère, il n'y aura pas de mouvement pour les atteindre, ces cibles-là. Par contre, si on leur met un beau tableau de bord interactif, au début, ils vont avoir peur, peut-être, mais si vous montez même le tableau de bord avec eux pour dire qu'est-ce qu'on veut faire ressortir, quelle couleur qu'on met quand c'est moins bon, quand c'est bon, et puis finalement, ils ont tranquillement vu arriver cet outil-là. Donc, ils vont en avoir moins peur lorsqu'ils vont avoir à le suivre là, dans des périodes plus critiques, là, donc de reddition de comptes, entre autres. Fait que ça se fait tous en gang et aussi prévoir un calendrier de rencontres individuelles, des espaces de concertation. Je pense sincèrement que cette chef-là avait besoin de statutaire. Il ne semblait pas y en avoir. S'il y en avait, c'était trop espacé. Donc, on a besoin de se retrouver plus fréquemment. Alors, action, là, l'analyse, je l'ai faite pas mal, là, on a tout nommé ça. Et finalement, au niveau de l'action, des marques de reconnaissance, peut-être qu'on aurait pu dire, écoute, ça a été bien fait, c'est super que tu te sois mis en collaboration avec la DKP. Les intervenants champions sont le nommés aussi. Puis voilà, toutes les actions ont été nommées dans le fil de ma discussion. Alors, dimension suivante. Donc, on a le volet là, donnant-donnant. Puis là, j'avoue que j'ai une préférence pour celle-là parce que je trouve que c'est celle qui est, en tout cas, relativement facile à faire. Hein. Finalement, c'est tout le volet de défense de l'intérêt de l'équipe, puis d'avoir une justice puis une impartialité. On le sait, dans les équipes, on le reconnaît, quand on a des gestionnaires qui sont investis auprès de leurs équipes puis qui prennent le temps de connaître puis de reconnaître l'individualité, mais souvent, les équipes, c'est à ce moment-là qu'ils prennent leur essor puis qu'ils se développent. Puis c'est ces équipes-là, souvent, qui font toujours le petit plus. Puis c'est souvent ces équipes-là aussi où il manque le moins de personnel, parce que justement, les gens se mobilisent et ont envie de travailler pour cette équipe-là. Tu sais, il y a tout le volet d'être capable d'écouter comme gestionnaire les demandes des employés puis d'assurer un retour aussi auprès d'eux. Tu sais, quand il y a un employé qui vient se plaindre dans un bureau d'une situation particulière ou je sais pas moi, qui manque tout le temps de papier de toilette dans la salle de bain, puis que la gestionnaire fait un suivi puis qu'elle est capable de retourner vers ses employés et de dire j'ai fait le suivi, avez-vous remarqué, il y a tout le temps plus de papier de toilette dans la salle de bain. C'est un, c'est un exemple assez banal, mais qui a tellement d'importance pour nos employés puis pour nos collègues. Tu sais. Euh, c'est de se poser la question, est-ce que je suis capable comme gestionnaire de mettre mes employés puis de leur donner les conditions propices là, pour qu'ils soient capables de faire leur travail? Puis est-ce qu'ils ont eu l'information là, en quantité suffisante pour être capable de mettre en pratique là, les choses que j'essaye qu'ils fassent, là, tu sais, comme gestionnaire? Euh, il y a tout le. Je disais que c'est mon volet préféré parce que ce volet-là, c'est vraiment le volet d'appréciation des bons coups. Tu sais, Catherine, elle parlait là, de la station visuelle opérationnelle, mais d'être capable de dire hey, ce mois-ci, on a eu 10 chutes de moins comparativement au mois précédent. On continue de faire nos interventions, on continue de faire nos évaluations. Ce bout-là, c'est un bout qui est tellement valorisant puis reconnaissant pour les employés. Tu sais, ça,
puis ça fonctionne vraiment très bien, là. On réussit à gagner leur confiance souvent avec des interventions comme ça. L'autre exemple aussi, je dirais, tu sais, pour la défense des intérêts de l'équipe, bien, des fois, il y a des situations qui touchent les patients. Par exemple, on pourrait avoir une situation où c'est un événement sentinelle, puis où l'équipe a vraiment l'impression, tu sais, qu'il n'y avait pas les outils ou qui n'était pas capable d'avancer dans cette situation-là ou qu'il y a un événement qui s'était passé puis qu'il y avait des interventions à faire, bien, la gestionnaire qui prend cet événement-là puis qui accompagne son équipe dans leur propre développement, mais qui l'amène à plus haut niveau pour être comme là, j'ai juste le terme en anglais, un whistleblower, ben, tu sais, ou un lanceur d'alerte pour signifier qu'il y a un enjeu au niveau de la sécurité des patients, ben ça, pour les équipes, c'est valorisant puis c'est reconnaissant pour leur travail. Fait que ça fait partie de la relation là, donnant-donnant. Il y a différentes actions qui pourraient être faites puis dans cette situation-là qui serait vraiment intéressante, notamment un debriefing suite à l'événement difficile. Mais puis tout ça dans le souci là, d'avoir vraiment un souci du mieux-être de l'équipe. Là, tu sais. Une équipe qui a vécu une situation comme une tentative de suicide ou un suicide ou le décès d'un collègue ou peu importe, c'est vraiment une équipe qui a un besoin puis qui a besoin d'être accompagnée dans cette situation-là. Tu sais, puis dans une équipe, si on est capable d'adresser les enjeux de climat de travail, ben veut pas, on adresse aussi le mieux-être de l'équipe, puis on est vu après ça comme un gestionnaire qui est équitable, puis qui pose des actions. Fait que veut pas, le personnel nous fait plus confiance, puis est plus investi par le fait même. Oui, moi aussi, je vais rajouter peut-être des petits exemples là, de ma pratique, mais ma pratique de gestion. Là, en fait, moi, j'ai été supérieure immédiate d'équipe IPS. Puis aussi, ben, en fait, j'étais adjointe de DSI, là, ça fait que il y avait des équipes que j'étais pas hiérarchiquement en fonction de supérieur, mais par contre que je pouvais influencer. Puis entre autres, j'ai compris l'importance des espaces de repos, les coins café. Là, moi, je me suis déjà fait taper sur les doigts pour une machine à café chère. Mais pas juste un peu, là. C'est juste que moi, je me suis dit, c'est un endroit où on veut être bien, où on veut se recueillir. Puis la gang avait tendance à amener des muffins, des biscuits. C'était vraiment comme, on dirait, notre moment où est-ce qu'on est bien puis qu'on discute. Puis fait que l'espace de repos est quand même assez important, même que ce soit apaisant. Puis dans la science, là, il existe toutes sortes de choses. Ils testent même des salles de caring là, pour les employés. Euh, c'est souvent plus on le voit beaucoup en CHSLD pour les résidents. Mais pourquoi pas aussi pour nos employés, là, vraiment, j'ai remarqué là, que les salles de pause sont souvent quand même vraiment désuètes puis déprimantes. Pas d'espace pour se reposer, se lever, juste les jambes, là. On a des jambes comme vraiment fatiguées après un quart de travail ou pendant. Ça fait que ça devrait être accueilli, ça, faire la pause, même fermer l'œil un peu, là. On ne devrait pas avoir à se justifier d'avoir fait une sieste ou quelque chose comme pour juste se ressourcer un petit peu ou se recharger les batteries, les piles. Ça fait que ces salles-là, pour moi, c'est important. Et juste une anecdote, c'est qu'on en a travaillé une, nous, dans mon ancien CIUS, puis j'ai fait des demandes dans les budgets du CIUS qui sont prévus à cet effet pour l'aménagement des espaces physiques. Et ils ont dû créer la direction des soins infirmiers dans le système, tellement qu'on ne demandait jamais rien. Et ils ont dit, écoutez, ce système-là existe depuis des années tranquilles, puis vous n'avez jamais fait de demande pour ça, du mobilier particulier ou mettons, des murs d'intimité ou autre. Donc, tout ça était prévu dans des budgets organisationnels. On n'avait pas à le débourser de notre équipe même, mais on ne savait pas. On ne savait pas qu'on avait accès à ça, mais Dieu sait qu'il y a des équipes de d'autres disciplines qui sont au courant et qui se font des belles salles de pause. Fait que, bref, c'est une petite parenthèse. Puis, je ne sais pas si vous connaissez le code lavande, vous pourrez chercher le Lavender Code, là, mais ça, c'est un code qui n'est pas sur nos cartes d'employés, mais qui devrait. En fait, le code lavande, c'est ce qu'on lance quand on a une détresse et que vraiment on vit quelque chose. Puis, dans nos équipes, Marie-Pierre et moi, on en a vécu des crises importantes. Entre autres, nous, on a eu le décès d'une collègue en COVID.
Dans notre établissement, là, qui était une personne de notre équipe qui a succombé à la COVID en 2020. Donc, on lance le code lavande. C'est un moment d'arrêt qui est nécessaire, qui est obligé pour dire on prend soin de nous. Puis là, on peut se mettre de la petite crème à main à la lavande, bleu lavande, puis dire on prend le temps. Ça peut durer 10 minutes comme ça peut être sur un dîner. Ça peut être une demi-journée. Mais c'est bien important de prendre ce temps-là. Fait qu'on a terminé, on terminera avec la dernière dimension, celle finalement de la mobilisation naturelle, le charisme qu'on appelle. Ici, ben, vraiment, j'ai parlé un petit peu, mais c'est bien important d'avoir une certaine expérience significative là, avant d'intégrer un rôle de gestion. Puis si ce n'est pas possible, parce que parfois on a plusieurs milieux, c'est vraiment de s'intéresser puis de se mettre à jour et de comprendre la réalité clinique. Adopter conjointement une vision claire. Donc, la vision, puis c'est le fun parce que j'ai vécu les deux. J'ai été dans un contexte où on amenait une vision, qu'on essayait de la faire comprendre, puis comme on était sûr que ça allait être bon pour les gens, mais c'est parce qu'elle n'avait pas été comme conçue à la base avec eux. Et dans une autre équipe, c'est la situation contraire où ces valeurs-là, ces objectifs-là avaient été déterminés en équipe. Puis ça, c'est bien important. Avec les lacs à l'épaule, c'est le meilleur moment de le faire. Donc, les lacs à l'épaule aussi, je ne vais pas m'attarder, mais vous pouvez chercher un peu là, ce que c'est pour avoir une vision claire sur un an, même parfois 5 ans, et de l'incarner, cette vision. Donc, par ses faits et gestes. Parce que si on dit, nous, on adopte une posture humaniste pour la gestion, puis qu'ensuite, il y a des éléments qui sont descendus comme le top-down ou qui sont finalement dans nos approches qui vont être en décalage avec ce qu'on met sur papier comme étant notre vision, ça va déranger beaucoup. Ça va arriver, on est tous humains. Des fois, on fait des petits écarts, on fait des erreurs, on ne s'est pas rendu compte qu'on a heurté. Mais si ça se répète et ça se répète, cette façon de faire très hiérarchique, puis qui, je pense, est quand même un modèle qui est répandu hein, dans les différents secteurs d'activité professionnelle, dont la santé, bien, c'est là où est-ce qu'on perd un peu la confiance de nos équipes. Donc, être vraiment cette personne investie, ce modèle de rôle crédible, qui est à l'affût des pratiques, qui répond aux attentes aussi, qui va lui-même avoir envers les gens. Donc, il va être ponctuel, il va être engagé, il va être présent. Vulgariser aussi tout ce qui est un peu stratégique, puis éviter de garder des informations pour dire, ah ben c'est à notre niveau. Ça, j'entends ça beaucoup. Ça, c'est à notre niveau. Mais pourquoi c'est à notre niveau? Il y a peut-être des choses, des petites graines qu'on peut semer qui ne vont pas être une information qui était nécessairement confidentielle, là, qu'on peut amener nos équipes tranquillement vers des changements, mais en les préparant, en ayant beaucoup de transparence avec l'information qu'on peut avoir dans les sphères décisionnelles. Donc, beaucoup de solidarité aussi là-dedans. Ça fait que je vérifie mon analyse à droite, être un modèle inspirant, oui, action. S'entourer de mentors. En connaissez-vous des gestionnaires humanistes? Moi, j'ai découvert Marie-Pierre et donc je prévois faire beaucoup de projets avec elle parce que je veux apprendre d'une personne comme elle qui a des expériences et qui occupe une fonction importante aussi dans une organisation. Fait que pour moi, ça m'inspire et ça m'aide à me développer. Coaching de gestion, des formations de leader coach, analyser de façon réflexive le cycle réflexif de Gibbs qu'on vous a donné en 6 étapes. Vous pourrez chercher. Celui-là aussi, on vous donne la référence dans le document de présentation. C'est un outil qui peut être utilisé fréquemment là, lorsque vous vivez des situations là, comme on vient de décrire, ou pas toujours obligé d'être aussi intense, là, mais une pratique réflexive, là, ça peut se faire même en 5 à 10 minutes à l'intérieur de soi ou même avec un partage au niveau de ses pairs. Donc, aussi avoir le soutien de ses collègues dans tout ça. Mais le savoir-être, ça se développe. Croyez-le ou non. Parfois, on se dit, ah ben moi, tu vois, j'ai découvert de ma personnalité que j'ai de la misère à avoir du tact ou devant telle situation, je ne réponds pas comme j'aimerais. De le savoir et d'en prendre conscience
parfois même en faisant des tests de personnalité. Vous connaissez là, soit les 16 personnalités ou le VIA questionnaire avec les forces qui sont des questionnaires souvent gratuits qui permettent d'apprendre à nous connaître nous-mêmes. Puis c'est la première étape. Puis dans tout le modèle humaniste, en fait, la prémisse, c'est de prendre soin de soi en premier, puis se regarder dans le miroir avant tout. Donc, quand nous, on est disposé à être humain, on l'est envers soi-même, nos besoins à nous sont répondus, et là, on est capable de s'ouvrir à l'autre et aux autres et de faire vraiment des équipes tournées vers le changement puis mobilisées. Fait que ça serait la dernière dimension de notre modèle, ce qui nous amène à la synthèse. Puis qui est en fait, qui est la dernière étape, là, ou une des étapes là, du modèle de guide. Puis en même temps, on se sert de la synthèse pour faire une conclusion là, à notre présentation. Fait que l'humanisation en gestion, l'important, c'est l'utilisation quotidienne, hein? C'est l'utilisation constante. Puis l'idée d'utiliser le modèle réflexif là, constamment. Je vais vous donner un exemple. Moi, souvent, quand j'ai des projets qui ne marchent pas ou j'ai des équipes qui vont moins bien, ben, dans les premières réflexions que j'ai, c'est bon, OK, est-ce qu'il y a des choses que moi, que j'aurais pu faire différent? Après ça, comme équipe, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire différent? Est-ce que ça pourrait être, est-ce qu'on pourrait regarder le momentum? Fait que ça se vit à tous les jours. L'humanisation en gestion, ça permet aussi de développer le potentiel des individus. Puis quand on réussit à développer le potentiel des individus, de nos chefs, de nos équipes, bien, c'est là qu'on a un gain de temps, puis un gain d'autonomie, puis même jusqu'à un gain d'efficience. OK? C'est important, là, ce volet-là, parce que plus nos équipes vont être développées, bien, plus ils vont être autonomes, puis plus ils vont être efficaces, puis ils vont être en confiance, puis ils vont être bien au travail. Fait que le leadership humaniste, c'est ressourçant, puis c'est mobilisateur souvent, puis c'est ça qui est finalement un moteur de changement, ce leadership-là. C'est ça qui permet notamment aux équipes de se dépasser puis de mettre en place des choses qu'on se dit, ah, wow, j'aurais jamais cru qu'on soit capable comme équipe de faire ce projet-là ou de faire cette intervention-là. Puis l'autre volet aussi, c'est que ça favorise là, toute la rétention là, puis la santé au travail. C'est une compétence, là, comme Catherine le disait, qui se développe durant toute une carrière. OK? Puis l'importance là, de reconnaître tant le positif que le négatif, c'est primordial parce que prendre conscience de la déshumanisation, c'est déjà être capable, en fait, c'est déjà une amorce pour être capable de la contrer puis de la sortir là, de nos milieux de travail. Là, ben, je vous ramène une quote là, de mon sensei qui dit tout le temps aux enfants, parce que dans mon temps libre, je fais du karaté, puis mes enfants aussi. Donc, dans la vie, ce qui est important, là, puis Catherine en a parlé, là, c'est de dire on peut avoir une ceinture noire et on peut être une ceinture noire. Fait que l'important, c'est d'être capable d'avoir ces valeurs-là, d'avoir cette approche-là, puis de le démontrer là, à tous les jours. Là. Fait qu'il y a une différence entre avoir quelque chose puis l'incarner. Voilà. Donc, toutes nos références vont être mises à votre disposition.